Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Nico. Salut Fanny. Ça va ? Mais je vais très bien. Je suis ravie d'être là avec toi dans ton petit cocon. Et on se sent bien. Il y a de belles énergies. Merci beaucoup. Et toi, merci d'avoir mis cette couleur rose qui illumine l'appartement et qui apporte aussi cette énergie. Merci infiniment. Ouais, j'adore le rose. Je trouve que c'est une couleur, on m'avait dit une fois que ça allait à ma colorimétrie. Je connaissais pas du tout ça. Ouais. Et on m'a dit le fuchsia va très bien à ta colorimétrie. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais osé porter à un moment donné. Ouais. Et en fait, je me rends compte que souvent quand je le porte, on me dit ça te va bien. Ouais. Donc il y a d'autres couleurs qui vont pas du tout. Et puis celle-là passe, donc je la mets souvent. Je pense qu'on a la même colorimétrie alors, parce que moi c'est le vert émeraude, le rose fuchsia, le violet et le bleu un peu roi, tu vois. Oui. Et souvent avec ce rose-là, c'est cette même palette. Donc finalement, on a quelque chose en commun. En plus, j'ai failli mettre mon pull rose. Oh, ça aurait été trop drôle. J'aurais aimé t'accueillir avec un pull rose et découvrir ton sweat rose. C'est vrai que ça aurait été marrant. Mais ça m'étonne pas que ça taille bien ces couleurs-là aussi. Le rose, tu l'associes à quoi ? Oh, bonne question. J'allais te dire à mes covers de podcast, puisque indirectement c'est vrai. C'est rose, mais c'est quelqu'un qui me les fait et j'ai pas choisi moi cette couleur-là. Mais du coup, je pense à ça maintenant et je me suis posé la question il y a quelques jours à quel point je voulais que justement ce rose-là soit présent, parce que j'ai pas de signification particulière. Peut-être indirectement le film Barbie qui est sorti il y a pas longtemps et du coup le rose était quand même très associé dans la campagne marketing. Mais le rose en lui-même ne me parlait pas plus que ça. En vrai, j'ai pas de signification particulière. Ma couleur préférée, c'est le vert. Donc tu vois, le rose n'était pas une couleur prédominante. C'est vraiment venu avec ce sweat que j'ai acheté il y a à peine un an et qui me suit maintenant depuis un an régulièrement. Ce qui est drôle, c'est que le vert et le rose, on est sur du chakra du cœur, donc c'est intéressant. Les deux, on est sur associé au cœur, mais je reviens juste sur le fait que tu te serais pas autorisé avant à porter du rose. Est-ce que c'est par rapport à l'extérieur, au regard extérieur, c'est par rapport à toi, c'est par rapport au fait que ce soit flash et c'est d'être vu, c'est quoi C'est le côté flashy parce que ça m'a jamais trop dérangé de porter du rose pâle, un t-shirt l'été par exemple, c'était pas vraiment un problème. Mais celui-là, je sais que je me souviens, c'était il y a un an, du coup je te dis quelques mois, mais c'était il y a un an parce que je l'ai acheté juste avant le salon Zen à Paris et je me souviens d'être stressée à l'idée de le mettre au salon Zen par peur de me faire remarquer. Ce qui était assez drôle quand j'y pense parce que c'est pas un problème pour moi normalement. Et je me souviens que de le porter, ça avait été un peu compliqué. Et clairement, on m'avait remarqué, on m'avait interpellé sur la couleur parce que on a beau être au salon Zen, et ben les gens mettent pas de couleur. Non. Et les gens sont habillés de façon terne ou souvent en noir. Et au salon Zen, on aurait tendance à vouloir avoir de la couleur, avoir quelque chose qui apaise ou du pastel. Et je dénotais avec ce sweat. Et quand j'étais même assis lors des ateliers, souvent avant que l'atelier commence, on me disait « Ah, il est sympa votre pull ». Et ça créait des connexions. Et j'ai finalement accepté de me faire davantage remarquer et de prendre les avantages, à savoir les connexions que je pouvais créer grâce à un sweat à capuche fuchsia. Il y a rien de dingue. Il y a rien de fou, mais c'est vrai que c'est une couleur même. Tu vois, moi j'ai une doudoune vert émeraude. Quand je la mets, tout le monde la voit, donc me voit. Et il y avait ce truc où c'est un peu flashy quand même, Fanny. Genre un sac à main, ça va, tu vois, mais une doudoune toute verte, t'as vraiment envie d'être vue comme ça? Et je me suis dit, mais c'est parce que j'aime. Et c'est juste que parce que la plupart des gens ont des manteaux noirs ou marron ou bleu marine, que tu peux presque t'empêcher, toi, de porter de la couleur. Moi, c'était pas pour être vue, c'est parce que j'aime. Sauf que oui, il faut assumer d'être différent.
Assumer d'être différent. Et c'est David Laroche qui avait parlé de cette idée que la timidité vient presque de quelque chose de très égocentrique, comme si les gens allaient nous regarder et nous prêter une attention particulière. Or, certes, ils vont peut-être regarder vite fait la veste, et limite c'est même pas toi ni moi qui regarde, c'est la couleur du c'est vêtement. Clair, hein. Mais la plupart du temps, les gens s'en moquent totalement des gens qui croisent dans la rue. Mais c'est clair. Et ça m'avait un peu fait réfléchir à des fois une certaine timidité, mais qui vient en fait toucher juste le fait que j'aime briller et que j'assume pas des fois ça parce que j'ai peur qu'on me juge, alors que finalement en fait la plupart du temps de toute façon tout le monde s'en fout, donc autant briller tel que j'ai envie de briller, puisque qui va vraiment regarder ce que je fais, mes faits et gestes. Ouais. Est-ce que du coup ça a un lien avec le fait que toi tu sois aussi en partie journaliste, enfin une partie de l'année de ce que j'ai compris, que tu aies lancé ton podcast, à la fois le fait d'attirer à toi des gens qui brillent déjà, mais d'être aussi dans la lumière parce que c'est filmé, toi tes podcasts ils sont filmés. Ah, ça vient de très loin, là t'es en train de toucher à ce que j'ai pu voir avec ma psy il y a 2 semaines. Ok, bah voilà. Welcome to Conversation au cœur des hommes. Parce que pour reprendre vraiment là où on a vu ce besoin pour moi d'être souvent d'être dans la lumière quelque part, ça vient du fait que à l'adolescence, j'étais pas forcément, je m'acceptais pas tel que j'étais, j'acceptais pas ma sexualité, le fait d'être gay, et il y a eu à un moment donné un switch où j'ai décidé d'être plus excentrique. Okay. Donc je me suis teint les cheveux en blond, je portais des vestes en cuir rouge, des pantalons à franges achetés chez Jennifer's, Claire, un truc comme ça, en fait, tu vois. Ou pour moi, je me souviens, c'était même une honte d'aller acheter ces pantalons-là ou d'être dans ce côté excentrique. Mais en fait, j'ai commencé à être accepté dans l'excentricité. Alors que quand je me cachais, en fait, c'est là où je pouvais avoir des remarques, etc. Et à partir du moment où j'ai assumé le fait que je faisais de la musique à l'époque, que je chantais et que j'avais un style qui était beaucoup plus excentrique, et ben j'ai été davantage accepté. Et je crois que c'est aujourd'hui une forme de défense. Et du coup, j'ai pris ce truc d'être toujours dans la lumière, peu importe ce que je fais, et que ce soit de la musique ou quand j'ai fait de l'immobilier ou maintenant dans le podcast ou même quand je suis allé faire de l'humanitaire en Inde, j'ai toujours mettre en avant ce que je faisais et communiquer autour. Et aujourd'hui, c'est un peu retrouver la justesse qu'on n'a pas forcément besoin de devoir se mettre en avant quand on fait les choses. Et bon, là, c'est tout un travail, mais peut-être le travail d'une vie pour moi. Ouais, non, mais tout à fait. En tout cas, c'est trop intéressant parce que il y a un truc que je me suis toujours dit, c'est que pour être au centre, ça se trouve, on est déjà au centre, tu vois. On est NAIT, on est au centre. Puis après, on se décentre, etc. en fonction de plein de choses. Mais comment est-ce que l'on peut savoir concrètement dans l'expérience qu'on est au centre? À mon sens, il faut aller expérimenter la gauche et la droite. Et c'est pas choquant, tu vois, pour moi, d'aller expérimenter quelque chose à outrance, tu vois, pendant un temps. Ne pas tomber non plus, ne pas devenir finalement esclave de cette expérimentation, parce que pour moi, c'est une expérimentation, pour pouvoir venir, toi, poser le curseur à un autre endroit et trouver ta juste place et trouver aussi ta juste luminosité, parce que être dans la lumière, la frontière pareil, elle est fragile entre c'est l'ego qui veut être dans la lumière ou non, c'est par nature. Par nature, on est fait pour briller, mais on ne brille pas tous de la même manière. Il y a des bougies, des lampadaires, il y a, tu vois, des stroboscopes. Exactement. Donc toi, tu serais quoi comme lumière, tiens? Moi, je suis les spots des concerts à Bercy, et on en parlait juste avant. Madonna, là, c'est ça. J'aime le show, j'aime le show. J'adore ça. J'adore avoir les larmes aux yeux quand il y a des entrées de concerts que je trouve incroyables et que je vois la personne débarquer sur scène et que t'as une réelle mise en scène. Et c'est ce qui me fait vibrer. J'aime les films qui sont pareils, plein de, tu vois, où ça pète de partout. Je me souviens, c'était The Greatest Showman, où j'avais adoré ce film. Il y en avait ça partait dans tous les sens. C'était une comédie musicale. Les chansons étaient poignantes, c'était fou. Et je crois que j'aime cette lumière éclatante du côté presque hollywoodien, finalement. Ouais. Tu chantes encore? Hier, je faisais une interview. On m'a demandé de chanter. C'est drôle.
ça chelou parce que ça fait des années que je chante plus. Ouais, j'ai fait 15 ans de musique. Ouais. J'ai fait la Nouvelle Star. J'ai eu l'occasion de chanter à l'Olympia. Donc j'ai vraiment mis un pied dans la musique comme il faut. J'ai quitté la Bretagne où je chantais devant les vaches dans les champs. Enfin, j'habitais pas dans les champs, mais en tout cas ma maison était au milieu des champs. Et puis oui, j'ai eu la chance de venir à Paris, d'avoir une carrière artistique, de tourner un clip à Londres, dans une piscine à Paris. Enfin vraiment, toujours pareil en essayant de mettre des concepts. J'ai toujours aimé, voilà, le show en gros, hein, que ça soit présent. Et puis au fur et à mesure, je brillais pas assez, je pense, dans la musique. Moi, je m'étais toujours dit, si je fais pas Bercy, je ferai autre chose. Je m'étais toujours dit, je ne veux pas être chanteur pour faire les anniversaires. J'ai aucun jugement d'ailleurs pour les chanteurs qui font des anniversaires ou autres. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas ce qui me faisait vibrer parce que je voulais faire des choses justement qui soient dans cette lumière et vraiment faire rêver les gens, mais dans des grandes choses. Et à un moment donné, j'ai vu que j'arrivais pas. Je me suis peut-être pas donné assez les moyens après. Enfin, reposer sur les lauriers, je sais pas. Mais il y a eu ce truc que je vais faire autre chose. Et je bossais en télé et je crois que le déclic, ça a été quand je travaillais avec Evelyne Thomas. La musique, j'en faisais de moins en moins. Ouais. C'est mon choix. J'avais 30 ans, j'étais là, mais j'aime que les blondes à gros seins. Fallait que je trouve les gens qui me racontent ça. Je me suis pas lavé depuis un mois. Je suis maman et je me tape les copains de ma fille. Et je rentrais chez moi et j'étais là, mais alors la musique ne vibre plus autant chez toi, ton métier ne vibre plus autant, faut trouver quelque chose. Et un jour sur mon canapé, une intuition, j'ai pris des billets, je suis parti en Inde. Incroyable. Donc voilà. Et la musique a eu presque un point d'arrêt lors de ce départ en Inde. Mais c'est assez cyclique, de toute façon, les choses. Alors, on va parler de l'Inde, mais juste avant, je voulais revenir sur un truc que tu viens de dire. Tu as dit, je voulais faire rêver les gens. Rêver les gens. Mais moi, j'entends révéler. Ah. La révélation... Après, moi, je me définis comme révélatrice de beauté intérieure. Donc, forcément, tu sais, ça me parle le mot révéler. Mais révéler, je trouve que c'est tellement doux, c'est tellement beau et surtout, ça laisse le pouvoir personnel à l'autre en face. Parce que, clairement, faut avoir beaucoup d'humilité dans ces milieux d'accompagnement. Parce que, pour moi, t'inventes rien, juste tu révèles. Et tu mets en lumière des parties qui peut-être étaient pas encore mises en lumière et qui n'attendaient que ça. Et toi, le mot révéler, le verbe révéler, il prend quelle place dans ta vie? C'est quoi pour toi révéler quelqu'un? C'est justement que la personne puisse briller dans son unicité. C'est quelque chose qui me touche de par le fait sûrement que j'osais pas moi briller dans mon unicité quelque part. Et aujourd'hui j'ai moi un mantra qui me caractérise, c'est oser. C'est quelque chose dans ma vie, oser m'a permis de faire des changements de vie à 180 degrés. Mais quand je dis à 180 degrés, c'est que les gens souvent m'ont toujours dit c'est impossible ce que tu veux faire, c'est pas possible. Et il y avait ce côté se révéler dans ce qu'on a envie de faire en fait. Peu importe ses envies, ses rêves, c'est accepter qu'à un moment donné, il y a une envie et du coup aller vers cette envie, oser cette envie et se révéler tel que l'on veut être, même si autour de nous on dit que c'est impossible. Ouais. Donc c'est ça ça me parle. Ouais. Chemin de vie combien? 9. Intéressant. Je savais pas si t'avais du 1 ou pas, parce que le verbe du chemin de vie 1, c'est j'ose, et du coup, je me posais cette question-là, tu vois, mais c'est intéressant. Le 1 qui ouvre la marche, le 9 qui ferme, mais toi, tu prends presque le contre-pied avec le verbe oser. J'adore. Ouais. On revient à l'Inde. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait que t'es parti en Inde? Comment t'es arrivé en Inde? C'est une intuition. J'étais sur mon canapé à Paris. Je savais qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie. Enfin, c'est pas que je savais. J'étais là, il y a un truc qui va pas, qui sonne pas, qui ne vibre pas. Et l'Inde m'est venue comme une intuition. C'est tombé comme ça et j'ai dit, je vais partir en Inde faire de l'humanitaire. Mais j'étais journaliste, chanteur, dans le centre de Paris. J'aimais sortir. J'étais un dépensier compulsif sur tout ce qu'il y a de plus matériel, voire superficiel. Quand j'ai dit que j'allais faire de l'humanitaire en Inde, on m'a dit mais t'es fou, c'est pas toi, ça tu peux pas faire ça. Alors en plus dans les bidonvilles, pour donner des cours de maths en anglais, j'ai fait un bac littéraire. On me disait non mais tu sais pas, tu connais pas. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a rien qui. Mais c'est ce fameux curseur. Aller explorer finalement ce qu'on te dit c'est pas toi. Attends, j'ose, j'essaye, je vois.
Et je me souviens que la veille de partir, qui était un 1er janvier, le 31, à 3h du matin, avec mes potes, qui étaient en train de me dire, attends, on va faire des divisions, parce que, c'est ce que tu vas faire aux enfants, quoi. Les gamins. Et en fait, je savais même pas faire de division. Et ils se foutaient de moi. Et mais tu te rends compte que tu as donné des cours. Ouais, mais in English, c'est différent. et pareil, bon, je parlais anglais, j'ai vécu 2 ans à Londres, donc j'ai un anglais, mais un anglais, d'un gamin qui avait vécu à Londres de ses 23 à 25 ans. Bon, voilà, approximatif quand même. Enfin, de là à donner des cours en Inde, encore une fois, j'étais quand même très loin. Et quand j'ai débarqué là-bas, c'était complètement fou parce que j'ai Rakesh qui m'attend à l'aéroport. Je ne sais pas qui il est, qui m'amène dans sa famille. Je vivais donc avec sa femme et son fils de 13 ans. Et tous les jours, j'allais donner des cours dans les bidonvilles en scooter où on était à 4 sur le scooter. Rakesh qui conduisait, sa femme derrière, moi et son fils derrière moi. Et on slalomait entre les vaches et il m'avait déposé le premier jour au début du bidonville. Faut imaginer que c'est une ville, hein. C'est très très grand. Et il m'a amené au centre, là où se trouvait l'école. Et le lendemain, il m'a dit, vas-y tout seul, j'ai pas le temps de t'amener. Et là, t'es dans un pays que tu connais pas, t'es dans la banlieue de New Delhi, et tu traverses cette route de vaches, de camions, de machin, et c'est chaotique les routes en Inde. Il y a tout et tout le monde et n'importe quoi, et c'est très très, il y a beaucoup d'accidents. Oui, totalement. Et je me retrouve à devoir trouver l'école, où je ne sais pas où c'est, et de demander aux gens, sorry, but where is the school? Écoute, gars, on est 1 million. On est des millions, pardon. Et tout le monde savait. De toute façon, j'étais franchement le seul blanc à déambuler au milieu du bidonville. On me disait, là-bas. Et j'ai suivi. Et là, je me retrouve dans cette école. C'est des tôles, hein. C'est pas une école, faut pas imaginer des murs, hein. Des tôles, des bâches au sol. Et je sais pas, 90 élèves. Et là, moi, je débarque, je sais pas quoi faire. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. You are my teacher. Come here. Ok. Un gamin de 15 ans. Et puis, tout le monde s'organise eux-mêmes, en fait. Et puis, j'ai ma classe qui se dessine devant moi et on me donne un bouquin d'anglais, un bouquin de maths. Et tu vois, 20 élèves devant toi qui attendent. Incroyable. Et tu dois faire des cours. T'es resté combien de temps en Inde? J'ai fait 1 mois. 1 mois de vraiment tous les jours de cours. Et ensuite, je suis parti faire un tour d'Asie pendant 6 mois. Ok. Et j'ai donc, que ce soit, Philippines, Vietnam, j'ai vraiment découvert l'Asie dans toute sa diversité. C'était absolument magique. Et je suis retourné en Inde pour terminer parce que ça a été mon pays coup de cœur. Je suis tombé amoureux de l'Inde. Et là, j'ai fait un tour d'Inde dans le Rajasthan, fait une retraite silencieuse. Ouais. Tu connais un petit peu, pour ne pas dire beaucoup. Juste avant, ouais. À Rishikesh. Ouais. Et c'était absolument incroyable. Ça a été un tournant dans ma vie, un véritable tournant. Et à mon retour, j'ai fait un virage à 180 degrés encore une fois. C'était l'année de tes 30 ans ou oui, on était dans l'année de mes 30 ans. Ouais. J'ai peut-être 29 ou 31, tu vois, mais globalement, on était là. Ouais, donc c'est souvent quand même un passage. Enfin, moi, j'ai pu l'observer, tu vois, dans la vie des personnes. Il y a la vingtaine où tu te construis, où t'es aussi construit par rapport aux autorités autour de toi, des profs, des parents. Quand on approche de la trentaine, c'est la décennie de la réalisation. Et je sens vraiment comme des tournants et des prises de responsabilité et de... Là, il y a quelque chose qui est pas juste à l'intérieur de moi. Des fois, je sais pas, en effet, mettre le curseur. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que peu importe. Mais moi, ce que j'aime, c'est que t'es pas resté 1000 ans dans une situation qui t'était inconfortable. Et il y a des personnes qui auraient besoin de juste faire un pas sur le côté. Ouais. Et toi, t'as eu besoin, en tout cas, d'aller complètement aux antipodes. Et ce qui me vient, c'est que c'est presque comme si tu t'étais vidé de l'intérieur en menant ta vie telle que tu la menais avant ce voyage. Et que du coup, tu la comblais par des achats compulsifs. Donc, tu la remplissais de choses qui, en fait, te remplissaient pas vraiment. Avec encore plus cette sensation de je me remplis pas du tout. Parce que c'est presque pire de se remplir de rencontres qui ne nourrissent pas, de nourriture ou de substances qui ne nous font pas du bien, de choses matérielles qui, au final, mais à quoi ça sert? Tu vois, le sens, à quoi ça sert? Et que du coup, t'es allé à l'opposé avec des personnes qui ont quasiment rien et qui t'ont permis de te remplir par l'intérieur, j'entends ça.
Ouais, parce que je me souviens en quittant justement ce premier mois, après avoir passé un mois avec les enfants dans les bidonvilles, j'avais les larmes aux yeux. Ça me paraissait, j'avais vécu une expérience absolument incroyable, incroyable, hors du temps. Et aujourd'hui, si je devais le refaire, je suis pas sûr que je pourrais le refaire. Ouais, je comprends ça. Parce que j'étais pas prêt à ce que j'allais vivre. J'y suis allé, j'ai osé, mais alors, j'étais pas prêt à ce que j'allais découvrir, et ce que j'allais vivre. Et heureusement, peut-être, parce que si t'avais été préparé, est-ce que, tu vois, t'y serais allé si t'avais su ce que c'était, tu vois? Je sais pas. Et je pense que dans la vie, justement, des fois, faut pas trop savoir. Faut Ouais. écouter qu'est-ce qu'on a au fond de nous, le faire. Et c'est l'apprentissage, justement, de cette difficulté qui va nous transformer, nous métamorphoser à être une nouvelle personne et du coup, à être prêt à accepter de nouveaux challenges et justement, peut-être faire un virage parce qu'on est passé par ces étapes. Un peu comme Steve Jobs qui avait dit lors c'était à Harvard, une fin d'année scolaire, et il avait dit cette phrase, cette idée de connecting the dots, connecter tous les points. J'utilise toujours cette expression, c'est ouf. Mais oui, parce que ça a un sens. En fait, sur le coup, on s'en rend pas vraiment compte, Non. quoi. Ouais. Genre, ça n'a pas de sens de faire ça. Et dans la tête des gens, ça n'a pas de sens. Puis même, ça peut limite venir te faire douter de toi, ton propre sens, tu vois. Ouais. Mais pour moi, les êtres les plus alignés sont à la limite de la folie, d'une forme de folie. Et cette folie-là, c'est juste celle de ne pas accepter d'être comme tout le monde et de vraiment accepter d'être soi sans le questionner. Tu vois, sans forcément mettre de sens derrière ça et sans pour autant, bien sûr, se mettre en danger ou mettre en danger les autres, hein. Mais juste, je ressens que c'est ça. C'est mon intuition, c'est très fort, c'est presque vital. Et je dois le faire. Et je sais pas ce que je vais apprendre, mais je vais forcément apprendre un truc sur le chemin. Enfin, pour moi, dans tous les cas, tu apprends forcément. Ce qui est fou, c'est que en rentrant d'Inde, je savais que je devais changer un truc dans ma vie. Je savais c'était bien beau, j'étais parti 6 mois, je savais, mais quand en fait, on a toujours eu tu sais, le même entourage, une éducation, les mêmes amis, comment on peut savoir qu'on est invité à faire autrement si on a toujours eu les mêmes schémas? Et du coup, je ne savais pas. Donc, oui, il y avait un truc qui me disait, faut que tu changes, mais je ne savais pas comment. Et c'est là que la vie, des fois, elle est bien faite. C'est qu'à ce moment-là, ma propriétaire m'a mis à la porte après 12 ans de location. Et pour moi, qui vivait à découvert, qui gérait très mal son argent. Quand j'étais aux Philippines, j'ai quand même dû appeler ma mère pour lui demander 2000 € parce que je n'arrivais pas à finir mon voyage. Donc, il y avait plein de choses qui, avec le recul, faisaient sens sur où j'allais arriver. Mais ça, je le savais pas. Et donc, quand ma propriétaire m'a dit, je mets fin, soit vous achetez, soit vous partez, sauf que j'avais pas les moyens d'acheter, c'était un drame. Pour moi, c'était un drame. J'étais intermittent du spectacle. J'avais passé 6 mois à l'étranger. J'étais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et mon banquier me dit, moi, je vous conseille d'acheter un appartement. J'étais là, mais j'ai pas d'argent. Et il dit, ça fait 7 ans que vous êtes intermittent du spectacle. Franchement, achetez un appartement. Et c'est bizarre parce que là, il y a rien de logique. Dans mon histoire, toute cette partie-là, de la trentaine, il y a rien de logique. Je trouve un appartement en 2 semaines. Ouais, minuscule, 14 mètres carrés avec une mezzanine de 7 mètres carrés. On est vraiment sur le truc minuscule qui rentre dans mon budget de 200 000 €. Ouais. Alors, s'il y a des provinciaux qui nous écoutent, ils vont halluciner du prix, mais c'était le prix pour un appart dans Paris. Mais juste, aparté, c'est déjà même incroyable que ce soit le banquier, en étant intermittent du spectacle, qui t'ait incité. C'était pas la même époque, bien entendu. Ouais. Et là, je me retrouve à acheter cet appart, sauf que, vu que je m'y connaissais pas, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'un notaire? Qu'est-ce qu'une copropriété? Parce que j'étais dans le monde du journalisme télévisuel de divertissement et la musique, moi, le monde de l'investissement, je connaissais pas. Et j'ai regardé sur Internet. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient de l'immobilier pour gagner de l'argent. À l'opposé de ma vie. J'ai décidé d'annuler cet achat pour faire du locatif. Donc j'ai dit à mes amis, à mes parents, je ne vais pas acheter cet appartement et je vais investir dans l'immobilier locatif et me faire des rentes. Parce que je vais être rentier. Là, tout le monde me disait, mais t'es complètement barge. Ouais, genre la tête à l'envers. T'es barge. Ça n'existe pas, ce que tu racontes. Tu vois des gourous sur Internet, t'écoutes ce qu'ils disent, tu vas te faire arnaquer, tu vas jamais pouvoir acheter. Jamais. Et il y avait vraiment ce truc, c'est impossible. Et moi, j'étais là, mais c'est ça. C'était juste pas logique. C'était pas moi. Ça me ressemblait pas. Et pourtant, j'étais là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sauf qu'entre-temps, j'avais acheté l'appartement. Enfin, j'allais signer l'acte authentique. J'allais voir la banque.
et je faisais des crises au guichet pour dire rendez-moi, je veux plus votre argent. Et la banque me disait mais on ne peut pas. On peut pas faire marche arrière. On peut pas faire marche arrière, on est obligé de vous donner l'argent parce que vous avez signé. Mais je disais mais je veux plus l'argent. je veux plus la part, je veux plus l'argent, laissez-moi. 3 jours avant la signature finale de l'acte authentique, le notaire m'a appelé, un document avait été oublié. La vente était caduque. La vente était caduque. Incroyable. Je pouvais me rétracter en 14 jours. Incroyable. Alléluia. Et c'est pour ça que justement, la vie, des fois, nous amène des trucs qui sont tellement forts, des signes qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Bien sûr. Moi, je trouve que dans ces moments-là, c'était tellement flagrant, ces signes. Et du coup, j'ai annulé la vente. Donc, 3 jours avant la signature finale de l'acte authentique, 4 jours avant Noël. Vraiment un truc... Donc, on était à la fin d'une année où je repartais sur une nouvelle année énergétique en numérologie. Et là, bim, 3 mois plus tard, je signais un premier appart rentable à 15% de rentabilité. Incroyable. Tout le monde me disait, mais comment t'as fait? Comment t'as fait en 3 mois pour faire ça? Mais j'ai bossé. Il y a pas de hasard. Je me levais à 5h du matin, je me formais, je me suis formé, mais je vivais immobilier. Je faisais des séminaires, je n'ai fait que ça. Mes amis me reconnaissaient plus, j'ai perdu des amis. Et je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale et immobilière. Et du coup, je n'étais plus sur scène pour chanter et je suis allé sur scène pour apprendre aux gens à investir dans l'immobilier. Incroyable. Et donc, je brillais d'une autre manière. Ouais. C'est marrant parce que dans tout ce que tu as pu me partager, c'est souvent quand on t'a dit que c'était impossible que tu as voulu le faire. Enfin, tu vois, comme si je vais montrer, je sais même pas d'où ça vient, hein, mais comme c'est pas possible que ce soit impossible. Tu sais, presque ce schéma-là. Et ça prendra le temps que ça prendra, ou peu importe, mais il y a un élan de vie en toi qui vient montrer, ou à minima essayer de montrer, l'expérimenter, que pourquoi ce serait impossible. Et je me demande si t'étais comme ça quand t'étais enfant. Tu sais, ce truc de si je sais pas, un de tes parents te disait non, ou te disait non, c'est pas possible, ou c'est comme ça qu'on a toujours fait. Est-ce qu'il y avait une partie de toi qui était déjà qui comprenait pas à ce moment-là, ou à quel moment c'est venu ça Eh ben, je te dirais pas que ça vient de là directement. Ça vient du fait que je me suis toujours dit que ce qui vibre en moi est forcément possible. Peu importe ce qu'on me dit. Donc, quand ça vibrait, la musique était présente. Quand la musique était dans mon cœur, il y avait ce côté où, de toute façon, je ferais forcément quelque chose dans la musique. Et ça a toujours été plus ce truc... En fait, on peut me dire ce qu'on veut. Si c'est en moi, si je le visualise, c'est forcément déjà là. Et la visualisation, pour moi, est quelque chose presque de magique. C'est que si je le sens, si je le vois... Si je le visualise, c'est là. Existe. Ouais. Sur un autre plan, au moment où on le visualise, c'est pas encore dans la matière, mais en effet, ce qui va nous en rapprocher, c'est les actions. Et ce que j'entends moi dans ton discours, c'est qu'il y a des actions qui ont été mises en place avec une concentration d'énergie pour donner naissance à une vision. Parce que tu vois, quand les gens disent juste oui, je visualise, mais si tu fais pas d'action inspirée dans ce sens, il y a rien qui va se passer. On vit quand même dans un monde de matière. Mais à mon sens, oui, la vision donne la direction. Donc, si t'as pas la visualisation de où tu veux aller, et c'est valable dans tous les domaines de vie, même amoureux, même truc, je t'ai parlé comment moi j'avais eu mon appartement, je me suis visualisée dans un appartement très lumineux avec une grande baie vitrée à Paris. Personne ne croyait que je l'obtiendrais. Une visite, j'ai eu cet appartement. Je crois vraiment que c'est possible. Par contre, il faut mettre des actions derrière. Le mouvement crée la chance. Total. Et ça, c'est faut se le faire tatouer, tu vois, si on ne le comprend pas. Le mouvement crée la chance. Ça veut donc dire qu'on peut visualiser, effectivement, mais sans le mouvement, sans l'action, ça ne marchera pas. C'est un tout, finalement. C'est ça. Et c'est quand tu visualises, moi j'ai le sentiment, en fait, que c'est une question de vibration. Quand tu visualises quelque chose, que tu le ressens au fond de toi, donc t'as des émotions, tu partages, et tu rencontres les bonnes personnes. C'est ça. C'est vrai que ça peut paraître un peu perché dit comme ça, mais j'ai souvent remarqué que les rencontres partaient en fait de quelque chose qui vibrait naturellement chez moi. Totalement. Et c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, le langage de l'univers, il est juste vibratoire. Donc, si tu visualises quelque chose, mais que c'est d'un point de vue mental et avec ta tête, mais qu'il y a zéro émotion associée, ça marche pas, quoi. C'est juste comme regarder une image comme ça et ça te procure rien. Et c'est vraiment ce que tu ressens parce que c'est comme si c'était déjà là. Et j'ai mis vachement d'années, je crois en années honnêtement, à comprendre vraiment ça. Je le comprenais intellectuellement
qu'il fallait ressentir la chose pour pouvoir l'obtenir, etc. Mais je m'étais dit, oui, enfin bon, tu vois, genre, oui, enfin bon. Aujourd'hui, non, c'est vraiment ça. C'est l'émotion associée. C'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir. Et c'est valable aussi dans une relation amoureuse. C'est pas le mec ou la femme parfaite. C'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir aux côtés de cette personne. Ouais. Et cette sensation-là, finalement, puisque tu l'as ressenti une fois sans même que la personne soit là, ça veut dire que vibratoirement, t'es déjà en fait en train d'être cette personne. Et s'il y a un +1 à côté, c'est trop chouette. Mais tu l'as déjà en toi, quoi. Quand j'assistais au séminaire d'entrepreneurs et d'investisseurs IMO, je me souviens que j'étais assis et j'étais là, mais je serais sur scène. Parce que je voulais être sur scène. Je voulais partager. Je voulais montrer. Mais parce que ça, je pense que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que, en fait, même pour les gens qui écoutent, peu importe. Là, c'est mon expérience, mais en fait, c'est quels sont les rêves et quelles sont les vibrations qu'ils ont, et en fait de se visualiser et de créer ce mouvement pour créer la chance dans leurs envies. Moi, en fait, assis lors d'un séminaire, je veux être sur scène. Okay. J'ai envie de partager. Quand je faisais de la musique, je voulais être sur scène. Quand je suis parti faire de l'humanitaire, j'ai créé un blog. Bah, tu vois, ça a toujours été dans le partage, j'explique, je montre, mais pas juste partager comme ça, c'est partager mes émotions, partager la réalité. Quand je faisais de l'humanitaire, je montrais qu'il y avait des dérives dans l'humanitaire, qu'il fallait faire n'importe quoi, qu'il y avait ce qu'on appelle le volontourisme, où les gens payent pour aller, enfin ça devient un business en fait, l'humanitaire en Inde. Et c'était toujours pour aussi montrer pour moi ce qui était juste, enfin ce qui était juste pour moi après. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est ma propre vérité, mais en tout cas. Mais même de questionner en effet la juste posture, ne serait-ce que même si toi t'es pas tout à fait juste je dis toi, c'est un tu général, hein. Même si toi t'es pas tout à fait juste dans ta posture, ne serait-ce que de se questionner sur la justesse de la posture, c'est déjà faire un pas énorme, tu vois. Il y a plein de gens qui se posent pas la question si c'est juste, ils se posent la question de si c'est ce qu'ils veulent. Ouais, totalement. C'est pas forcément juste. Ouais, oui. Et même avec le podcast, j'essaye aujourd'hui dans mes interviews, et je pense que tu sais très bien du coup l'exercice de l'interview, de trouver la justesse entre moi, l'invité. En fait, quand je réfléchis, la justesse est dure parce que des fois justement il y a l'ego qui vient par-dessus. Et qu'est-ce qui est vraiment ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on fait pour les autres? C'est la question que tu me posais sur est-ce que je le faisais pas pour contrer les autres. Là où finalement je sais que ça venait de moi à chaque fois. À chaque fois. Donc, souvent, je disais aux gens, mais de toute façon, même si vous y croyez pas, je sais que je vais réussir. Et c'est pas tant pour vous le prouver. C'est parce que ça fait partie de ma vie, presque de ma mission de vie, qui sont des grandes phrases, mais que finalement, la mission de vie, c'est pas en faisant une méditation qu'on la découvre forcément, c'est des fois en étant juste sur le chemin. Mais c'est exactement ça, en son faisant propre des choses. chemin. Ouais. Puis le fameux connecting the dots, en fait. Qu'est-ce que t'as toujours fait de manière naturelle? C'est ça ton fil rouge, quoi, tu vois. Il y a un fil rouge dans ta vie et que ça s'exprime à travers ça ou ça. En fait, c'est même pas. C'est pour ça que je suis beaucoup plus intéressée par le cœur des gens et ce qu'ils sont, parce que ce qu'ils font découle de ce qu'ils sont. Ouais. Et poser la question à quelqu'un sur ce qu'il fait, c'est le figer à un instant T. Oui. Alors que pour moi, l'être, il est infini, il est lié à l'âme, il est complètement illimité, infini. Et à partir du moment où tu respectes ton fil rouge, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça a un lien, tu vois. Tant que t'en as la conscience. Et ce que je trouve très beau dans ce que tu partages, c'est que on peut se dire ah bah oui, il veut, enfin tu vois, l'entourage a pas toujours été très réceptif à ce que tu voulais faire, t'as pas forcément toujours soutenu, etc. Mais en fait, quelle chance que tu sois allé au bout de ce que t'avais comme vision à chaque fois et à chaque passage, parce que pour les gens qui ont gravité autour de toi et même pour ceux qui te parlent plus, par exemple, mais c'est un exemple. Ça veut dire que ça existe. Et moi, je me suis toujours dit ça. J'ai entrepris quand j'étais dans une famille, il y avait pas d'entrepreneur. Je suis partie voyager, j'avais 20 ans. Personne ne prenait l'avion. Ma mère a jamais pris l'avion. C'est dur d'être un peu le mouton noir d'une certaine manière dans la famille et même au sein de ses amis. Mais qu'est-ce que c'est moteur? Et au bout d'un moment, ça leur permet juste de se dire
ok, bon bah finalement j'ai peut-être un petit truc à l'intérieur de moi que j'aimerais bien réaliser et tout. Et grâce à l'inspiration, et c'est plus de l'ego, c'est que du cœur, c'est genre ah ouais putain il l'a dit puis il l'a fait, mais comment il l'a fait, comment il l'a mis en place, tu vois, et ça motive. Ça me fait penser à cette phrase de Gandhi qui est bateau. Est-ce qu'on peut dire qu'une phrase de Gandhi est bateau? J'avoue. Mais soit le changement que tu veux voir dans le monde, finalement c'est exactement ça, c'est que qu'est-ce que tu vas réveiller chez l'autre quand toi tu acceptes de réaliser tes rêves. Et c'est souvent mon ex, quand j'ai dit que je voulais faire de l'immobilier, et il me disait mais parce que autant il y avait des gens qui me disaient j'y crois pas et tout, lui c'était t'es complètement con, tu crois les gourous d'internet, tu vas te faire escroquer, c'est des conneries, t'y arriveras pas. Enfin quand c'est la personne qui vit avec toi au quotidien, c'est violent parce que tu vis avec la personne quand même. Hein. C'est ça, donc de continuer à le faire, c'est aller directement à l'encontre de ton partenaire. C'est pas facile quoi. Et hein. il m'avait dit moi j'ai rencontré un chanteur. J'ai pas rencontré un investisseur. Et c'était violent dans ce côté, mais en fait, tu m'acceptes pas. En fait, il t'avait figé à une image. C'est exactement et puis à la ça. projection qui s'en faisait aussi. Parce que souvent, on tombe amoureux d'une projection. Donc, il y a ce truc-là. Mais en tout cas, ouais, de figer à cet instant-là, mais ça ne te permettait même pas d'aller explorer tes autres facettes. Donc, c'est encore plus difficile. Il a investi dans l'immobilier 3 ans après moi. En me disant, tu me montres, du coup Et puis quand j'ai commencé à faire du business en ligne, à être entrepreneur, il me disait même discours, je vais pas le refaire, mais c'était exactement pareil. Et là on est séparés, mais on est en très 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 bons termes. Et là il me demandait des conseils sur lancer ses coachings, puisque il a quitté son boulot de salarié en étant à mes côtés durant 9 ans de relation pour aujourd'hui vivre de sa passion. C'est beau. Et dans mon entourage, en fait, je me rends compte que j'ai des fois l'impression que les gens réalisent plus leurs rêves que moi. C'est très bizarre parce que finalement, moi, je fais des gros changements. Mais j'ai l'impression d'être tout le temps en évolution et de rarement rester quelque part. Là où je sais que lui, il est devenu photographe, il va pas changer dans 3 ans. Moi, je change de vie tous les 4, 5 ans, 3 ans. Et encore, ça va, ça dure assez longtemps. Parce que moi, j'en ai en miroir avec toi total. Hein. Ouais, je sais pas si t'as du 3 en numérologie. Je suis 33, mon chemin de vie. Voilà. Ouais. Bah, du coup, j'ai beaucoup de 3 et j'accepte aujourd'hui que finalement, je suis pas fait pour être comptable pendant 40 ans dans une boîte. Oui. J'y arriverai pas. Enfin, je dis comptable, non plus, il y a pas de, je dis pas ça de manière négative. Bien sûr, non, tout à fait. Mais cette stabilité-là ne me va pas. Mais parce que je pense que, tu vois, Nico, je crois on est beaucoup moins sur le faire. Le faire, on l'utilise comme expérimentation et on le partage et on le transmet. Je ressens ça en fait dans nos énergies quand je t'entends parler et que j'essaye de le mettre sans projeter, mais de voir comment ça résonne en moi. Moi, je me rends compte que oui, aujourd'hui je fais ça, demain je ferai autre chose, mais mon fil conducteur, ce sera toujours d'inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement. C'est mon fil conducteur. Comment je le fais ? Ça, c'est le mental qui veut contrôler ça. Ouais. Mais mon âme, elle s'en fout, quoi. Ouais, totalement. Tu vois. C'était lors d'un coaching où là j'ai fait une immersion et la coach m'avait dit oui, c'est quoi le message que tu veux faire passer et du coup le mot oser qui était toujours là, c'était en fait oser, peu importe finalement. À l'époque c'était oser investir parce que j'étais dans l'immobilier, mais en fait t'enlèves le mot oser investir et tu mets n'importe quel verbe derrière, donc le faire on s'en fout. Et elle m'avait dit mais tu pourrais être boulanger et passer ton message oser à ta caisse, etc. Peu importe mais finalement total. Là où tu seras. Et les gens que j'admire sont des gens qui osent. Ouais. Dans les artistes préférés, la plupart du temps, c'est pas des gens classiques. Ouais. Bah t'as cité Madonna. Billie Eilish, Bilal Hassani, ce sont des gens qui à un moment donné prennent le pouvoir et décident en fait d'incarner qui ils sont dans leur unicité. Et ce qui s'est passé avec l'immobilier, c'est qu'à un moment donné, je sentais plus la justesse, ça vibrait plus encore. Ouais. Mais des fois, ça prend du temps et je sais que je suis encore sur le chemin. J'étais là, merde, c'est quoi le prochain step? Ouais. Et donc, mon meilleur pote, ça va te parler, a quitté son boulot pour devenir énergéticien, faire des massages. Donc, on a toujours été un peu sur cette évolution, cette métamorphose, en fait, pas quotidienne, mais enfin, dans des cycles. Bien sûr, ouais. Et il a commencé à faire des stages d'ayahuasca, chamanique, etc. Et il me dit, tu devrais essayer. J'étais là, c'est bon, toi, ta drogue, là, dans les plantes. Oh, la madrée, on va la laisser, hein. Et puis, un jour, justement, un peu paumé, moi, dans mon côté entrepreneur, parce que le monde entrepreneur, c'est, you can do it, no pain, no gain. Il y avait ce côté complètement. Très hustle, c'est très dur, très yang. Et j'étais là, moi, je m'y reconnais plus trop. Alors, oui, maintenant que j'ai de l'immobilier, que je fais du coaching, j'ai un peu transformé le mec qui n'avait pas de thune à un mec qui en a plus. Ouais.
Mais pourquoi? Ok, l'argent, mais pourquoi faire? Et là, ça a été la question de sens. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, c'est quand ta prochaine séance d'ayahuasca, là? Hein, on va aller faire ça. Donc, une petite séance d'ayahuasca, un stage de développement personnel, enfin, sur 3 mois, donc ça commençait à prendre beaucoup de place, retraite silencieuse, enfin, j'ai un peu enchaîné j'allais chercher à l'extérieur ce que je n'arrivais pas à trouver en moi. Et puis petit à petit, mine de rien, j'ai commencé à me dire ok, tu peux faire d'autres choses, et c'est comme ça qu'est né le podcast. D'accord. Ouais. Mais le podcast, je suis encore dans un apprentissage. Pour moi, j'ai pas encore trouvé réellement ce que je veux faire. Je suis sur mon chemin. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant quand tu dis j'aime bien interviewer des gens qui sont à un moment donné dans un moment T. Ouais. Là, je te raconte ça, dans 6 mois, je te dirai autre chose, bien sûr. Sûrement autre chose. Ça aura évolué. Et c'est tellement important de ne pas figer, en fait, les gens. Moi, je vais faire juste ce partage personnel. Je pense que pendant tout un temps de ma vie, c'était rassurant pour moi de figer certaines choses, de contrôler certaines métriques. Donc, que ce soit de la sécurité financière, dans la relation, etc. Et en fait, cette sécurité était complètement extérieure à moi. Ce qui fait que quand elle s'ébranle, à l'intérieur, toi, tu peux t'effriter complètement, tu vois, et perdre cette notion de sécurité. Et tout l'effondrement des croyances que je pouvais avoir, des modèles que j'ai fait envoyer valser, etc., pour créer tout le temps une dynamique de mouvement, mais pas d'éparpillement, ça m'a permis, moi, de créer ma sécurité intérieure, tu vois, de vraiment se dire, finalement, à l'extérieur de moi, ça peut bouger. Tant que j'ai ma sécurité intérieure, c'est ça qui va être le plus important. Et la question que je me posais justement par rapport à toi, c'est toi, est-ce que tu as besoin d'un grand niveau de sécurité intérieure? Enfin, comment est-ce qu'elle se place, ta sécurité émotionnelle? Je vais vraiment parler émotionnel parce que pour moi, financier, c'est lié à l'émotionnel. Donc, c'est quoi ton niveau de sécurité émotionnelle? Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi? Et comment ça a évolué jusqu'à présent, en fait? J'ai envie de te dire qu'il n'y a aucune sécurité intérieure. C'est marrant que tu dises ça, parce qu'aujourd'hui sortait un épisode avec un expert sur l'argent, et il parlait de cette sécurité intérieure par rapport au fait que je lui évoquais cette idée d'avoir gagné de l'argent et en fait d'être dans la peur du manque. Ouais. Et il disait, il te manque une sécurité intérieure. Mais je me rends compte davantage cette année que cette sécurité intérieure, je n'en ai pas, parce que je suis en pleine séparation, que je traverse un chaos absolument monumental, je savais que j'avais peur de me séparer par peur de traverser le chaos. Et en fait, cet été, je me suis dit, ça va. Ça va quand même. C'était pas si terrible. Non, mais en fait, j'acceptais pas encore le chaos qui a vraiment commencé en septembre. Et du coup, je me rends compte qu'il y a aucune sécurité actuelle. J'ai peur de manquer, j'ai peur de pas être aimé, j'ai peur de vieillir, j'ai des insécurités en passant d'un 60 mètres carrés à un 17 mètres carrés. Je me dis que je le mérite pas, que c'est pas ma vie. Qu'est-ce que je fous là? Comment je peux foirer ma vie? Et il y a 1 mois et demi, j'avais des pensées suicidaires, ce qui ne m'était jamais arrivé. Enfin, pensées suicidaires, en fait, des pensées sombres de quelle est mon utilité dans la vie et comment je peux me retrouver aujourd'hui célibataire dans un 17 mètres carrés. Après tout ce que j'ai fait, comment aujourd'hui je peux en arriver là? Et autour de moi, on me dit, mais c'est dingue, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es incroyable. Et en fait, moi, il y a un tel vide intérieur cette année que l'extérieur ne remplacera pas finalement ce manque qui est en moi. Donc, le moment T, en tout cas, c'est traverser ça. Et mon podcast, je le maintiens parce que c'est de l'échange. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand tu m'as proposé l'interview, je le fais avec plaisir parce que pour moi, c'est un moment de partage. Et que ça me maintient finalement aujourd'hui dans cet échange au quotidien d'âme à âme, d'humain. Mais parce qu'à côté de ça, je sais pas trop pourquoi je fais les choses, quoi. Finalement, si ce n'est connecté. Il y a un truc que je voudrais te partager, peut-être, que je sens juste, en tout cas, à partager, et tu verras si tu le prends, si ça résonne. L'année dernière, je suis passée par une phase similaire. Je me souviens, c'était vers le mois de février-mars 2022. La phase, c'était de ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, tout le potentiel, et de voir où j'en étais. Et quand tu calquais les deux, je comprenais pas. Et ça venait réveiller beaucoup d'injustice et d'incompréhension et du coup de remise en question et de vide. Et moi, j'ai vu ma vie comme un embranchement. Et je me suis dit, dans tous les cas,
le terme de pensée suicidaire, je le mettrais en termes d'âme. Moi, j'avais l'impression que mon âme s'éteignait parce que par rapport à mes actions, ça correspondait pas. Et comme flemme en fait. Tu vois, vraiment le mot c'était flemme. Et quand je me projetais, j'arrivais pas du tout à me projeter. Je pouvais pas me projeter dans un avenir parce que ça ne m'inspirait pas. Et la vie que je menais, je la trouvais pas du coup assez intéressante, assez en résonance avec ce qui était à l'intérieur de moi. Et je me suis juste secouée. Je me suis juste dit, très bien Fanny, t'as le droit. T'as le droit d'en avoir marre. Et t'as le droit de te dire que cette vie-là t'en veut pas. Et que c'est triste et que tu préférais ne plus être là parce que si c'est pour la vivre comme ça ne t'intéresse pas. Fine. Va jusqu'au bout dans ce cas-là. Donc ça, c'est une voie. La deuxième voie, c'est tu sais qu'il y a un truc à l'intérieur de toi. Tu sais que c'est fort. Tu sais que c'est là. Par contre, peut-être que t'as des anciennes croyances. Peut-être que t'as de l'ego. Peut-être que t'as des gens autour de toi qui te renvoient en effet à quel point t'es incroyable et du coup, ça te renvoie encore plus ton décalage entre là où tu es et ce qu'on dit de toi. Et comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour que finalement tu viennes honorer ce qu'on voit de toi et que tu viennes l'honorer depuis l'intérieur, sans être en people pleaser, sans faire par rapport aux autres, sans faire pour, tu vois. Et c'est long comme process, donc je t'envoie beaucoup de compassion parce que je sais que c'est des périodes qui sont compliquées et encore plus quand l'extérieur renvoie le « mais si », mais en fait là c'est plus le « mais si », tu vois, mais si. Bonjour Léo. c'est vraiment à l'intérieur, il y a comme un cri de l'âme, tu vois. Et ce cri de l'âme, je pense que c'est celui qui va te permettre ton prochain move et j'ai tellement hâte de le voir, du coup. Mais dans ce que tu lèves, moi je suis pressée aussi. Ouais. Et c'est ce que je partage actuellement parce que du coup, beaucoup de gens viennent à moi et me parlent de chaos. Parce que c'est ce que je renvoie, même dans les interviews que je fais, j'hésite pas à partager ce par quoi je passe, parce que tu vois, là comme toi, on passe tous par là. Et c'est intéressant parce que plutôt que de voir les gens qui sont tout le temps au top du top, qui réussissent comme si tout était magique et facile. C'est pas possible en plus, c'est pas possible. Donc, on passe tous par des moments de doute à certains moments. Et je me faisais même la réflexion que cette année est difficile. Et ce que je fais, c'est qu'en général, tous les 3 mois, je fais un bilan trimestriel et je note un peu ce qui s'est passé. Et je me rends compte que c'est une année d'une richesse incroyable, inattendue, parce que c'était pas du tout ce vers quoi je comptais passer. Mais j'ai des rencontres de dingue, j'ai des expériences de dingue qui ne sont pas du tout prévues, qui ne sont pas dans mes challenges ou mes objectifs de base. Mais il se passe des choses dingues. Mois de mai. Avril. Pareil, c'était dans mon couple. Ça n'allait plus depuis 9 ans. Enfin, ça n'allait pas depuis 9 ans, mais on n'était plus sur la même longueur d'onde. On ne se comprenait plus. J'ai décidé de repartir en Inde. Ok. Tout seul. Ok. Je suis parti en Inde, sachant que je faisais, l'excuse c'était, j'en ai ras-le-bol. Donc il y avait un problème de sens, mais ça venait, j'en ai marre, la spiritualité c'est de la merde, les flammes jumelles, la loi de l'attraction, les guides, tout ça, j'étais là, en fait c'est des conneries, je m'étais un peu drogué en fait à ça, à me tirer des cartes et des oracles dès que j'avais un problème, mais en fait je comblais, encore une fois, j'allais chercher à l'extérieur un vide que je ressentais, et je me suis dit, je vais tout arrêter. Je vais partir en Inde, ce qui était un peu à l'opposé de, finalement tu pars en Inde dans un pays très spirituel et j'arrive là-bas et ça a été balayé en une journée. J'ai rencontré une femme en plein, l'hôte de là où je restais à Goa et elle me dit en nageant le soir, on se croise au coucher de soleil et en 1 minute 30, elle sait pas pourquoi je suis là, je débarque et elle me dit j'ai eu un gourou pendant des années. Moi aujourd'hui j'ai compris que les réponses venaient de moi, que je n'avais pas besoin d'aller chercher à l'extérieur et que de toute façon, fallait comprendre que la vie, c'était une question d'harmonie et que tout n'était pas ni blanc ni noir. Elle me balance ça, sans raison, en me baignant au coucher de soleil à Goa, mon premier soir. Et là, je me dis, mais en fait, ta fausse problématique de se retrouver spirituellement, c'est débile. C'est pas ça le problème. Et je me suis retrouvé à être sur la plage, à pleurer en me disant, mais tu fuis tes problèmes. Là, t'es venu pour un faux problème. Il y a quelque chose de plus dur que tu ne veux pas voir, c'est ta relation de couple. Et c'est ce qui te fait le plus peur. Parce que ta relation de couple, c'est comme ton appartement quand on t'a mis dehors il y a 12 ans. C'est quitter une base qui te consolide quelque part dans une forme de zone de confort. Et là, tu ne veux pas quitter cette zone de confort. Et j'ai dit, c'est pas grave, maintenant que t'es là, tu vas pas rentrer. Et là, il y avait un peu d'ego, tu vas pas rentrer tout de suite.
T'es en Inde, j'avais pas de billet retour, bah vas-y, profite un peu de Goa et va voyager en Inde du Sud. 2 semaines plus tard, j'ai eu un coup de foudre avec un Indien. Tu vas pas en Inde pour avoir un coup de foudre. Enfin, en tout cas, moi, j'allais pas en Inde pour avoir un coup de foudre. Mais c'est souvent quand on s'y attend pas, ça, on le sait. Hein. Et j'ai vécu l'une de mes histoires les plus passionnelles. On a vécu 1 mois et demi, incroyable, suspendu dans le temps. J'ai failli déménager en Inde. Tellement que c'était fort. Mais ça m'a reconnecté au fait que je suis vivant. Et qu'en fait, il y a quelque chose de vivant en moi que je ne voyais plus. Et l'Inde m'a changé. Au retour, on s'est séparés, etc., etc. Mais il a fallu retrouver cette flamme de cette âme qui s'éteignait. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à la rallumer, cette flamme, parce que elle a, tu vois, c'est comme tu mets un feu, là, tu mets un peu de, je sais pas, d'huile, là, paf, ça explose. Coup, ouais. Et puis, après, ça redescend. Et puis, justement, quand il faut retourner voir, parce que je suis pas parti m'installer en Inde, hein, je suis en face de toi. Voilà. Là, on est bien. Et résultat, aujourd'hui, je passe juste sur le fait que, faut passer par mes propres peurs pour maintenant pouvoir renaître réellement et j'oublie facilement ce que j'ai vécu là. Pour moi, c'est comme un rêve, ça paraît très loin. Et cette année, elle est incroyable sur plein de points, mais j'ai tendance à les oublier. Parce que j'ai la tête dans mes emmerdements du quotidien et dans le fait de qu'est-ce que je vais faire maintenant. Mais d'où le fait de ces bilans. Moi, j'essaie de les faire. Je les fais même 1 fois par mois parce que j'ai la sensation de vivre une année en 1 mois et surtout d'avoir une facilité à oublier les belles réalisations, tu vois. Genre, j'oublie que j'ai écrit un livre, j'oublie que ci, j'oublie que ça. C'est quand même hallucinant, tu vois, d'avoir à la fois de savoir que t'as autant de profondeur et de choses et que c'est facile presque pour toi quand ça vient du cœur de les réaliser, et à la fois de les mettre une fois que c'est passé, c'est passé. Oh, c'est quoi le prochain, tu vois? C'est vraiment, moi, c'est encore une question que j'ai sur mon mode de fonctionnement de qu'est-ce qui fait vraiment que, à ce point, est-ce que c'est les humains ou est-ce que c'est moi? Mais qu'est-ce qui fait que je prends pas autant de temps et de place pour me célébrer. Donc vraiment, moi j'ai un accompagnement dans mes accompagnements qui met en avant les célébrations, les toutes petites choses, parce que naturellement je célèbre pas, c'est normal, c'est bien, c'est normal, c'est pas bien, faut s'attarder dessus, parce que qu'est-ce qu'on peut améliorer, tu vois. Ouais. Mais le c'est bien, c'est normal, ça c'est un truc que j'ai envie de changer, parce que quand tu vas aux États-Unis, on te célèbre tout le temps. Genre, t'es envie, t'es célébré de toute façon. Et t'as ce truc un peu de fausse modestie là, de pas vraiment se célébrer. Et donc, j'aimerais que, tu vois, les humains, globalement, se célèbrent un peu plus dans les petites choses de leur vie. Parce que ça nous permet, quand on passe par des phases un peu compliquées, de s'accrocher factuellement, et je crois que le cerveau a besoin de ça, factuellement, noir sur blanc, c'est écrit. Les choses pour lesquelles tu te sens fier, les choses que t'as réussi, les choses qui te font vibrer. Moi, j'entends quand même que t'es un spot de salle de concert. Donc peut-être que là, ce qui te manque, c'est l'aspect scène. Oui. Je reviens juste sur ce que tu disais là. C'est la gratitude, hein. Ni plus ni moins, hein, la célébration, parce que justement on reste sur les points négatifs et on oublie tout ce qu'on a. Que tu parles de succès, mais ne serait-ce que d'avoir de la gratitude, d'avoir un toit sur notre tête, mais de vivre dans l'une des plus belles capitales de France. On critique Paris, mais il y a plein de choses positives à Paris. C'est juste aussi remettre le truc sur ok, qu'est-ce qui est déjà beau dans notre vie, y compris nos propres célébrations de ce qu'on arrive à C'est faire. Ça, qu'est-ce qui est déjà là, quoi. Parce qu'on vit dans une culture du manque. J'ai pas assez ça, il faudrait ça. Et comme en plus, on en est convaincu, quoi, qu'on manque de quelque chose. On manque de relations, on manque d'affection, on manque de communication, on manque d'argent, on manque de trucs, on manque de vision, on manque de réassurance. Bah oui, mais qu'est-ce que t'as déjà, quoi. Ouais. Et on en revient à cette visualisation du ressenti. Quand on ressent profondément que on est vraiment heureux d'être là et de vivre ce que l'on vit, de partager ce que l'on partage, déjà la notion de manque, elle s'est réduite, quoi. Et ça coûte rien de le faire, ça. C'est gratuit. Dans la visualisation et ce sentiment de me sentir rempli, je faisais des méditations de Joe Dispenza en début d'année, quand ça n'allait pas, ça n'allait pas trop, encore une fois, plus au niveau de mon couple. Et je me souviens de visualiser dans des méditations de visualisation le matin, de me voir en couple, rencontrer en tout cas un garçon brun, avec des lunettes un peu design, tu sais, des mecs, des youtubeurs là, qui ont des belles lunettes, et qui faisait ma taille.
Ok. Je savais pas qui c'était. J'avais conscience que c'était pas mon copain, que c'était pas retrouver l'amour avec mon couple actuel, mais que c'était cette personne-là. Bah, c'est exactement le garçon que j'ai rencontré en Inde. Incroyable. Exactement le même. Et c'est vrai que je me dis des fois, j'ai réussi à ressentir quelque chose qui me nourrissait en visualisant, sans comprendre ce que c'était, mais avec du coup avec du recul. Tout à fait. Bah je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Donc on a le pouvoir de manifestation qui est vraiment fort quand on est concentré, quand on ressent, quand on se met en action pour aussi, et comme tu disais, avec le mouvement. Parce que si tu t'étais pas mis en mouvement, tu l'aurais pas rencontré. Ou peut-être que tu en aurais rencontré un similaire à Paris, tu vois. Mais dans tous les cas, à Paris, ça aurait été en sortant de chez toi. Tu vois. L'Inde, c'était le lâcher prise. Hein. Ouais. Parce que j'avais pas de programme. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Comment peut-on réellement être ouvert aux surprises de la vie quand on est dans une routine qui est tout le temps la même? C'est clair. Et en Inde, je pense que c'est ce qui m'a permis cette rencontre-là. Je dis pas que ça pourrait pas arriver à Paris, mais je pense que ce serait plus compliqué parce que je ne regarde pas les gens, je suis dans ma routine. En Inde, tout est nouveau. Tout est nouveau. Et puis, j'étais ouvert à toute rencontre. Ouais. Je n'ai jamais autant rencontré de monde d'ailleurs que lors de ce voyage solo. Et à la fin, j'aimerais bien être tranquille. Je n'arrivais pas à regarder un coucher de soleil sans que j'ai pas quelqu'un qui vienne s'asseoir avec moi pour papoter de la vie, du beau temps, de tout. Ouais. Mais je pense que j'étais ouvert à ça finalement. J'avais ouvert cette page blanche. Totalement. Et j'étais dans le mouvement. Donc le mouvement crée la chance, crée les rencontres. Ouais. Et c'était ça. Mais après, même dans le podcast, aujourd'hui, c'est ce qui me fait vibrer parce que je vais à la rencontre des autres, mais j'ai visualisé. C'est-à-dire que souvent, quand je veux quelqu'un dans mon podcast, je l'ai déjà. C'est très conscient, mais je pense que ça fait partie de moi depuis que je suis petit, d'être déjà sur je veux, je suis, j'incarne. Et quand j'ai commencé à lancer mon podcast, j'allais voir des gens qui ne me connaissaient pas, le podcast n'existait pas, et je leur proposais de passer dedans. Souvent, j'allais à des séances de dédicaces, donc les gens n'ont rien à foutre de moi, tu vois, et les gens me disaient oui. Ou s'ils me disaient pas oui sur le moment, j'envoyais un mail et à la fin, ils me disaient oui. Mais moi, c'était presque déjà fait. Ouais. Dans ma tête, je vibrais la réalisation de mes projets. Donc, c'est encore une fois... Et c'est vrai que des fois, quand on me dit « mais comment tu fais ?» Je sais pas trop comment l'expliquer parce que j'ai l'impression que pour des gens, c'est naturel et pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais c'est d'être tellement convaincu de ce qui va se passer que forcément, ça se réalise. Ouais, c'est ça. Une sorte de foi. Avoir foi. Foi en la vie et foi en tout ce que l'on veut finalement manifester quelque part. Et la plupart des interviews de personnes que j'ai me parlent de foi. Et souvent, je leur dis comment ils font et je me rends compte que je l'ai cette foi. C'est marrant parce que c'est en parlant avec toi là que je viens de réaliser que souvent je le regarde, il y a encore quelqu'un qui me parle de la foi. Genre il a la foi, très bien. Mais que ce soit des entrepreneurs, des écrivains, des artistes, il y a une question de foi qui revient. C'est pas une croyance à Dieu, hein. Non. C'est une croyance en quelque chose de plus grand. Qu'on est porté, on est tous interconnectés. Ouais. Et je te rejoins. Et je fais cet aparté. Les massages que je fais, je les ai appelés Face Reveal. Et en fait, pour moi, le jeu de mots, c'est entre face, le visage, et face, la foi. Et une des questions que je pose après le massage, c'est quoi pour toi la foi? Donc du coup, je vais te la poser, en fait, Nico. Vu que t'aimes bien parler de foi, apparemment. Non, pour toi, c'est quoi la foi? C'est cette croyance que peu importe ce qu'on traverse, il y a forcément une raison et qu'on va forcément en tirer quelque chose et donc de ne pas s'inquiéter de ce par quoi on passe, parce que c'est pour aller à d'autres étapes. Ça, je le vois qu'après coup. Ouais. Parce que je suis pas quelqu'un de foi dans l'instant présent. Ouais, je vois. Je peux te dire que j'ai eu la foi et que j'ai l'appartement, l'Inde, tout ça. Je suis passé par des choses qui étaient très inconfortables. Et avec le recul, je dis oui, mais j'avais la foi, donc ça allait. Aujourd'hui, je me dis cette année est chaotique, et la foi, mais enfin, l'avoir, c'est plus compliqué. Quand on est en plein dedans, de se dire, mais c'est pour une raison. Et il y a des moments, des très rares petits moments, où c'est comme si je changeais de lunettes. J'ai des lunettes relativement grises ou noires en ce moment, pour voir le monde. Donc,
c'est pas foufou. Je vois plus les inconvénients et les problèmes. Et je me faisais même la réflexion à un ami. Je disais, c'est fou, je rencontre que des gens qui vont mal. Vraiment, tous mes amis, c'est vrai que je suis entouré de gens qui passent par un chaos. Pour moi, c'est un fait. Et mon pote m'a dit, est-ce que c'est pas juste ta vision de la vie qui fait que tout le monde va mal? Mais je dis quand même, mes amis vont pas bien. Et il y a des moments, en tout cas, où je reconnecte au fait que je peux mettre des lunettes de couleur. Ouais. Et tout d'un coup, je peux pas l'expliquer, je vais me dire, la vie est tellement belle. Et ce qui m'attend va être tellement beau que c'est super. Ça dure pas longtemps. Mais je sais par moment... Oui, mais ça vient au moins, ouais, tu vois. C'est tac, tout d'un coup. Et de me dire, bah, tu vas finir par retrouver quelqu'un. Tu vas finir par retrouver la relation que tu attends dans ta vie. Pas pour combler un vide. Attention, parce que aujourd'hui, j'accepte la solitude parce que je ne veux pas trouver quelqu'un pour combler ce vide. Mais je veux aujourd'hui m'épanouir comme je veux être. Comme je veux vibrer avec ma propre vibration avant d'avoir des projets ou un compagnon ou peu importe, en tout cas une vie sans être dans le manque, mais être juste j'incarne qui je suis et puis le reste c'est du bonus. C'est exactement ça. Et c'est en l'incarnant, et on en revient à ce qu'on disait un peu précédemment, mais en l'incarnant, en considérant que c'est déjà là, qu'en fait c'est ton partenaire, il est juste en train de se mettre en marche vers toi, quoi. Mais il attend très certainement que toi tu puisses vraiment, tu vois, souffler, reprendre aussi de l'espace à l'intérieur de toi, raviver ta propre flamme, comme ça vient pas créer de dépendance. On est interconnectés, mais il y a une différence entre quand même l'interdépendance et la dépendance. Donc l'interdépendance, ça me paraît évident, on est tous reliés. Je pense qu'il faut arrêter de se dire on n'est pas du tout dépendant, on est ultra indépendant. C'est pas tout à fait vrai quand même. Ouais. Mais la dépendance affective, ça reste encore autre chose, et c'est notre responsabilité de le voir comme ce que tu le partages, de le voir, de qu'est-ce que je peux mettre en place en fait, qu'est-ce qui est de mon ressort. Et on a les réponses en nous, parce que en Inde, cette passion amoureuse, au final, c'était une dépendance affective. Il a réveillé en moi ce que j'avais oublié ces dernières années. Il a juste réveillé ça. Ouais. Donc, il était comme quelqu'un qui est sur ton chemin pour une raison bien précise. Ouais. Et je me souviens d'aller à Auroville dans un temple, dans le Mantri Mandir, le gros temple d'Auroville, et de faire une méditation très protocolaire là-bas. Et puis il y a pas du tout de religion, on est vraiment sur la reconnexion à soi et de méditer. Et c'était drôle parce que je disais, mais je me posais la question à moi-même du coup sur on est d'accord que ce jeune Indien en fait c'est l'homme de ta vie. Et là, cette voix en moi, donc c'est de moi, il y a personne qui me parle, mais c'est ce truc qui vient, non, c'est pas l'homme de ta vie. Puis moi, mon mental qui est là, non, bah si, évidemment, c'est ce que je veux, je vais vivre ici, ça va être génial et tout, et d'être dans cette passion-là, et de pas comprendre, et de dire, mais je vais rentrer en France, comment ça va se passer? Et d'avoir cette voix qui dit, mais ça va être une évidence. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à se séparer. Donc, c'est pas parce que je suis en Inde que ça va être une évidence en rentrant. La difficulté sera toujours là. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, quand je suis rentré en France, l'évidence, ah bah oui, c'est même pas moi qui ai quitté mon ex. C'est lui, à mon retour, qui m'a dit on arrête. Une évidence. Une évidence. Je ne la comprenais pas, cette phrase. J'étais, mais c'est pas possible. Et j'avais déjà la réponse en moi. Et, cet Indien, il y a eu la dépendance affective, donc c'est dur de détacher quelque chose qui t'a fait tant de bien à un moment donné. Mais en fait, effectivement, c'est pas quelqu'un avec qui je veux faire ma vie. Mais les réponses, je les avais déjà. Et c'est assez fou parce qu'on a potentiellement tous les réponses en nous, mais on ne veut pas les voir. Et on ne prend pas le temps de l'écoute pour écouter ce qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on pense, parce qu'on est un peu à charbonner avec notre ego et à oublier que, en fait, si on se reconnecte dans ces moments de silence, tout d'un coup, une réponse va émerger. Après, on l'écoute ou on l'écoute pas. C'est ça. Elle peut ne pas plaire, mais elle est là. Exactement. Carrément. Ouais. Merci beaucoup. Nico, s'il y a un truc que tu aimerais ajouter, quelque chose, peu importe, d'ailleurs, ça peut avoir aucun rapport avec ce qu'on a partagé, quelque chose que tu aimerais transmettre ou tu penses que toi, c'est complet de ton côté? Il y a 2 phrases pour moi qui sont essentielles. Le mouvement crée la chance. Ouais. Merci de le rappeler. Une autre phrase qui marche très très bien, parce que j'ai du mal à l'appliquer, donc j'aime le rappeler dès que je peux. J'aime tellement le rappeler que j'oublie la phrase. Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. C'est beau ça. Mais c'est tellement vrai. Ça veut dire vraiment c'est toi le chef d'orchestre, hein. C'est toi qui donne le là. Plus tu attends, plus tu restes dans l'immobilisme.
et plus ta vie fait de la stagnation. Mais à partir du moment où tu décides vite, et ben à ce moment-là, les choses avancent. Mais donc ça veut dire aller au-delà de ses peurs et savoir sortir de sa zone de confort, surtout quand la petite voix, dont celle que je parlais, est là, l'écouter et donc faire les choses, parce que si tu prends des décisions, ta vie avance. Et à ce moment-là, tu peux vivre, à mon sens, une vie alignée avec qui tu es. C'est très beau, merci beaucoup. Et la dernière question que je pose toujours, c'est comment tu te sens, comment c'est à l'intérieur de toi après cette heure qu'on a passée ensemble? Je parlerais de détente et d'alignement, justement, parce que un échange comme celui-là me monte en énergie, parce que ça me reconnecte avec qui je suis. Et quand je suis tout seul, je le vois plus, en fait, tout ça. Mais en fait, là, l'échange avec toi, ça reconnecte à ça. Et ça me montre, par exemple, que je pourrais parler pendant des heures de oser, alignement, et spiritualité, et projet, et passage à l'action, parce que c'est des choses qui me parlent. Totalement. Merci beaucoup, merci pour ce partage et merci pour ton temps et ton énergie. Merci beaucoup, Fanny. À très bientôt. À bientôt.